Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette année-là, peut-être le 20, le 21, le 22, je ne sais plus. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui pour cette émission François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonjour François, Nicolas Gauthier, rédacteur Boulevard Voltaire et à la revue Éléments. Bonjour. Vous allez bien Nicolas ? Très bien, bon, je vais toujours parfait. bien, ouais. C'est un principe. C'est parfait. Et Olivier François, bonjour. le célèbre animateur du Plus d'éléments. Et cette fois-ci, on va revenir un peu, pas mal en arrière, sur un numéro de 1980 qui traitait le droit à la différence, mais aussi pour en finir avec tous les totalitarismes. Alors, sauf si vous revenez la couverture, très belle couverture de l'époque, de mon camarade de je ne sais plus qui, du maquettiste de l'époque, il y avait tout un dossier sur le MRAP et la LICRA, vous voyez. Et pourquoi il y avait ce dossier-là ? Parce que le 9 décembre 1979, après une campagne de presse qui avait été montée par Le Monde, où il y a eu des milliers d'articles tout l'été, eh bien, le colloque du Grèce s'est fait attaquer. On montrera les images, je pense qu'elles vont apparaître sur votre écran. Vous pouvez voir qu'il y avait une attaque d'un commando, où on a notre ami le rédacteur d'Éléments de l'époque, Grégory Ponce, qui est en sang, qui avait été attaqué par un commando juif et qui avait décidé de venir dialoguer avec les gens du colloque. Et en fait, ça s'est terminé en bagarre. Ils n'ont pas eu de chance, c'est que les gens du colloque se sont défendu. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que là-dessus va suivre... Enfin, c'est pas que ça va suivre. Ensuite, on va se retrouver avec l'affaire de la rue Copernic et l'attentat de la rue Copernic. Et pareil, la première accusation qui va venir de notre ami Bernard-Henri Lévy va dire ce sont les idées nauséabondes de la Nouvelle Droite qui ont fait qu'il y a eu un attentat rue Copernic. Ce qu'on veut dire, et en revenant pour aujourd'hui, on s'aperçoit que, et vous allez voir, c'est assez drôle, que cette stratégie complotiste de l'extrême droite qui est capable de se transformer en terroriste va revenir à partir d'aujourd'hui. Vous allez écouter ce petit extrait, vous allez voir, c'est l'universitaire Stéphane François, devant la commission parlementaire, une commission qui avait été mise en place pour une enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite. C'était le 30 janvier 2019. Écoutez, c'est savoureux. Prenez quelqu'un, pas bête, déterminé, solitaire, qui évite les réseaux sociaux sur le modèle Breivik, rien ne l'empêche. Je viens d'une famille de chasseurs, vous allez dans des bourses aux collections, des bourses d'armes de chasse, vous pouvez acheter en toute légalité, ou sous le menton, si ça dépend, des armes que vous pouvez trafiquer ensuite, modifier le calibre. Ça se fait très facilement. Voilà, c'est pas pour faire peur, mais c'est une possibilité. Et je maintiens pour l'instant, on a vraiment la chance de ne pas avoir de personnes comme ça. Si je suis capable de le faire, d'autres personnes le sont aussi. Voilà, je ne suis pas un militant d'extrême droite, mais je viens d'une famille de chasseurs, de braconniers, je le reconnais. On a tous des armes qui ont été déclarées ou pas. Oui, mais voilà, c'est une réalité. C'est une réalité dans les campagnes. Toutes les armes n'ont pas été déclarées. Voilà. Je pense que cette petite minute vous explique que c'est un véritable sketch des inconnus. C'est un peu les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. Hein. C'est un peu. On voit le niveau de l'université française. Merci Stéphane François. Alors pourquoi une commission d'enquête ? Parce qu'à l'époque, en 2017, juste un peu, vous allez voir, c'est un peu long, mais en fait c'est progressif. La police arrête un commando de pieds nickelés qui s'appelle OAS. Ça ne s'invente pas. Le commando s'appelait OAS, et qui allait commettre, d'après la police et les services de renseignement, des attentats contre Christophe Castaner, Jean-Luc Mélenchon et des musulmans. Voilà, c'était leur cible. Ensuite, après cette pseudo pied nickelé, on a eu droit à des dossiers complets dans La Croix, dans Mediapart, dans Libération, Le Monde. Je crois qu'on va vous montrer les images à l'écran. Vous allez voir, ces dossiers étaient incroyables.
Nicolas, vous êtes, vous, le grand ancien ici. La méthode n'est pas nouvelle. On parlait de ce qui s'était passé au moment de l'affaire de ce qu'on a appelé l'été de la Nouvelle Droite. On aurait pu parler de Carpentras dans les années 90. La ficelle, elle est grosse, mais est-ce qu'elle est encore efficace? Ou est-ce qu'elle a été efficace à l'époque? Déjà à l'époque, en 80, je me souviens avec l'attentat rue Copernic, et ce qu'on sait à l'époque, on en est sûr, c'est vu que l'attentat a été réussi, ça pouvait pas être un truc fait par l'extrême droite. Donc déjà, c'est une preuve irréfutable. Parce qu'il faut voir déjà si je peux faire un tout petit point historique, le terrorisme d'extrême droite, historiquement, le premier mouvement à peu près digne de ce nom, c'est la cagoule. Alors, j'ai écrit un livre, Chalbin Michel, qui s'appelle Les grandes enquêtes du commissaire Chenevier. Et le commissaire Chenevier, c'est lui qui a arrêté tous les gens de la cagoule. Ils ont eu le temps de faire 2-3 attentats, enfin un attentat au siège du CNPF de l'époque. Ils ont liquidé les frères Rosselli, qui étaient des opposants à Mussolini. Ça, c'était un contrat. Et ils ont tué Max Zormois pendant l'occupation. C'était une vengeance. Mais ils se font arrêter. Pourquoi? Parce que Eugène Deloncle, qui est le grand patron du comité secret d'action révolutionnaire, la cagoule est un sobriquet, un peu que la Nouvelle Droite est un sobriquet pour le Grèce. Et c'est Eugène Deloncle, c'est un polytechnicien. Donc en bon polytechnicien, il y a un organigramme, les noms, affectation, service renseignement, action, il y a les adresses. Bon, les flics tombent là-dessus, effectivement. C'était la fin de la cagoule en une après-midi. Après, l'OAS, c'est pas l'extrême droite, c'est les légendes d'Algérie française, qui sont des gaullistes et déçus du gaullisme. Des communistes. Hein. Des communistes. À Oran, notamment. Oui, des généraux communistes. Alors, on faisait déjà une différence en ce qu'on appelait l'OAS, qui était sur place avec les commandos Delta et qui ont été effectivement la partie dure du mouvement, et puis ce qu'on appelait l'OAS métro. Oui. Qui était quand même déjà un peu plus folklore, sans vraiment rentrer, et plus à droite. Hein. Voilà, et il aurait fait à droite, mais il y avait beaucoup de journalistes, c'est-à-dire de professions, qui ne peuvent pas faire de terrorisme, parce que le terrorisme demande le secret de l'organisation. Ce qui est, les journalistes sont payés pour parler, quoi. Et puis les OAS métro, c'était OAS. Surtout pour ça veut dire on a soif, quoi. Pas mal de types sont fait arrêter au bistrot. L'action française d'ailleurs dans le oui. métro. Donc ils avaient soif souvent. Oui, aussi. Donc pour répondre à la non-question, le terrorisme d'extrême droite, oui, ça a pu exister, mais comme des poissons volants, quoi. Et le dernier en date, je crois, c'était quelqu'un qui a voulu faire sauter un bistrot d'Arabes dans le sud de la France. Bon, il y avait une mosquée. Il a esquinté la devanture. Il l'a fait le jour où il n'y avait personne. Enfin, c'est. Oui. Il y a eu une affaire, il y a eu 2 ou 3 blessés dans les Pyrénées, mais la plupart des affaires, c'est l'OAS de Logan. Il s'appelle Logan, le type de l'OAS. Il y a les Barjols aussi, et c'est tout le temps des pieds nickelés. Et l'image de Stéphane François que nous avons vue montre que Stéphane François est un chercheur très médiocre. Hein. Zozotan, il n'est pas crédible. Hein, son affaire sur la chasse est confus. Je lui ai un livre sur l'écologie. Et en gros, tous les bouquins consacrés à l'extrême droite, hors Jean-Yves Camus, qui est au-dessus du lot, quoi, sont rédigés par des chercheurs médiocres. Ils sont attachés au CNRS, mais c'est tout ça pour dire que c'est un non-sujet. Dans l'absolu, c'est un non-sujet. Même les policiers qui arrêtent les Logan et les Barjols disent qu'ils ne sont pas entraînés. Ils ne savent pas remilitariser une arme. Ils veulent faire des attentats. Non, on est dans des clowns. On a même vous évoquiez la vidéo gag, mais c'est. Oui, mais... Vraiment, on a l'impression que c'est une caméra cachée organisée par les flics. Hein. Alors on va piéger des charlots. On le sent même dans la vidéo, on sent Nicolas Lebourg qui est à côté, lui qui est gêné parce qu'on raconte. Stéphane François, je l'ai exprimé il y a peu de temps dans une excellente revue que je vous recommande, qui s'appelle Fantasque, où notre ami Michel Marmin a écrit. Et Stéphane François parle des réminiscences nazies en France, mais lui, il est entre le Autoran et la mystique de la société de Tulé, et les nazis qui ont dissimulé une base derrière la face cachée de la Lune, quoi. Alors, on fait des romans géniaux, il y a eu de très bons films sur le sujet, mais c'est de l'heroic fantasy, c'est pas de la réalité. C'est pas l'université, il y a Hollywood. En réalité, on confond, comme on veut minorer le terrorisme islamique, on est obligé de majorer par compensation un pseudo-terrorisme dit d'extrême droite. Mais en fait, il n'est pas d'extrême droite. Quand on regarde les Barjols, les Barjols, c'est des survivalistes. Hein. La sociologie, c'est la sociologie de la France périphérique. Hein. Franchement, le marqueur politique de la France périphérique, c'est ni droite ni gauche. Hein. Ils sont populistes, ils sont protestataires, ils sont anti-système. Hein. Ils aiment Johnny Hallyday. Ils aiment Johnny Hallyday et ils s'appellent Logan. Hein. Pour autant, ils sont patriotes. Hein. Mais le schéma, dans les Ardèches en particulier, c'est un schéma survivaliste, avec tout le folklore
folklore associé au survivalisme. Hein. Mais on est obligé, les RG, le ministère de l'Intérieur, Mediapart, Le Monde, sont obligés de monter en sauce un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas de... En France, il y en a aux États-Unis, dans les franges les plus radicales des Proud Boys, d'accord. Hein. Là, pour le coup, il peut y avoir des scènes meurtrières avec des attentats. Je dis bien les franges les plus radicales, les plus borderline. Mais pas en France. En France, c'est un sketch. Hein. Pour répondre à Céline François, vous imaginez Anders Breivik aller à une bourse des armes dans la baie de la Somme pour acheter quoi, des vieilles pétoires de la guerre de 70 hein. Alors si Audrey Camus, cher François, il y a peut-être l'exception qui confirme la règle, mais qui l'infirme en même temps, c'est Maxime Brunerie, quoi. Et ouais, mais c'est sketch. Il a été une carabine. Moi, je l'ai eu l'occasion d'interviewer après. J'étais un garçon exalté, pas le mauvais bougre, et depuis qu'il est sorti de prison, effectivement, il voue à juste titre une immense reconnaissance à Jacques Chirac, qui a refusé de se porter partie civile au procès. Parce que même Chirac disait, bon, c'est pas sérieux. Il a voulu épater les gonzesses, il a fait ça avec un fusil quasiment air comprimé. Mais pas à l'arquebuse. Mais on arrive. Les gens du Bataclan. Nicolas, on en arrive sérieux, toujours à la même chose, c'est que après l'affaire Chirac, il va y avoir un mouvement qui va être dissous, et là on se retrouve exactement, alors qu'il n'y a pas d'attentat. Le seul attentat qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps, c'est une claque au président de la République. Hein. C'est que toute cette manifestation qui a été mise en place par les journalistes, par les députés, etc. et tout, va finir par faire interdire et dissoudre l'œuvre française, les identitaires. Mais c'est la fonction. Fondamentalement, c'est la fonction. C'est pour ça que je parle, moi, plus que de vidéogag, de caméra cachée. C'est qu'on a l'impression que c'est des opérations de police. C'est qu'on met sur un même plan génération identitaire, ce qu'on dissout génération identitaire et Baccarat City. C'est le même plan. Alors qu'on est sur des univers complètement différents. En réalité, on est confronté à des opérations de manipulation. Jean-Claude Vallat, juste après, ça apparaît dans ses mémoires, juste après l'attentat en 80, où il y a eu 4 morts, à la rue Copernic. Ouais, une dizaine de blessés. Il y a eu, s'est mis en place ce qu'il appelait un climat. La théorie du climat, elle est mise en place par la LICRA, par Bernard-Henri Lévy, dès les années 80. L'extrême droite nourrit un climat. Et vous le savez mieux que moi, c'était une opération à plusieurs coups, parce que derrière, on visait le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine n'était pas noyauté, il était porté par la Nouvelle Droite. Hein. Le rédacteur en chef était Jean-Claude Vallat, de Éléments et du Figaro Magazine. Le Canard vendait à 900 000 exemplaires à l'époque, donc il était lu par 2-3 millions de gens. Les socialistes, hein, parce que c'est une opération des socialistes, là, pour le coup. Il a fallu démolir la Nouvelle Droite et l'arracher du Figaro Magazine. Pourquoi ? Parce qu'elle donnait une colonne vertébrale idéologique à une droite giscardienne, parce qu'elle l'était à l'époque. Mais on est confronté à des opérations de police. Rappelez-vous également, on n'en parle presque pas, mais Mohamed Merah, il avait des yeux blonds, les cheveux blonds et les yeux bleus. Mélenchon nous a fait tout un sketch à l'époque de Mohamed Merah, avant qu'il soit démasqué, juste après ce qu'il met à mort On parlait du cuir aux yeux bleus. Aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Parce que les militaires tués sont musulmans, parce qu'il y a une attaque contre une école juive, on parle de l'extrême droite. Hein. Mohamed Merah est un kabyle, c'est tout. Je pense que ce genre d'affaire, c'est à la fois, en effet, comme vous venez de le dire, pour justifier des interdictions de groupuscules ou de mouvements, mais c'est aussi, il me semble, parce que la gauche a besoin d'avoir un ennemi. Exactement. Elle se rêve résistante, elle se rêve FTP de 1944. Pourtant, quand on voit le pauvre Clément Méric, par exemple, il n'a pas un physique de FTP, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a un physique de bourgeois de Sciences Po, etc. Et je pense qu'elle se rêve, elle a besoin de... Ça l'excite d'imaginer qu'il y a une extrême droite très violente sur laquelle elle va pouvoir résister, elle est menacée. Regardez le sketch récemment sur la vidéo comique et provocatrice, peut-être de mauvais goût selon certains, de Papacito, qui d'ailleurs est très mal interprété, puisque Papacito se moquait de l'incapacité qu'avaient les hommes soja, comme il dit, à se défendre d'une attaque islamiste. Et Mélenchon l'interprète comme une attaque, un appel au meurtre des militants, j'allais dire du NPA, mais enfin c'est à peu près la même chose, de la France insoumise. Et le sketch, ce qu'il fait, où il prend un ton solennel avec le roux là du Nord, dont je ne me rappelle plus le nom. On est dans le sketch, on est dans le Mélenchon comique. fait le même sketch avec la tribune de ces braves militaires à la retraite à l'heure actuelle, en évoquant le putsch d'Alger. Enfin, ils ont besoin de mettre en scène leur pseudo-résistance. Mais ça a démarré avec mai 68, c'est RS égale SS. Oui. Les gamins n'avaient pas fait le Vercors, ils ont confondu les maquis des Vosges avec la place des Vosges. Et nos passarades, en oubliant que nos
Passerane, les mecs ils sont Passerane tout de même. Hein. Nicolas, là-dessus, vous qui êtes dans le monde journalistique depuis longtemps, il y a une époque... C'est gentil de me rappeler mon âge, ça fait la deuxième fois. Un peu de respect pour mes cheveux. Pour les anciens. Que ça soit dans le monde universitaire, on l'a vu dans cette vidéo ridicule de Stéphane François, qui n'est pas un cas isolé. Il y a une époque, on avait Pierre-André Taguieff qui s'occupait de l'extrême droite et de la nouvelle droite. Aujourd'hui, c'est Stéphane François et Nicolas Lebourg. Il y a encore des gens comme Olivier Dahr qui font un travail... même Jean-Yves Camus. Jean-Yves Camus fait un travail sérieux. Mais Jean-Yves Camus n'est pas universitaire, il ne faut pas l'oublier. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Il y a aussi les journalistes. Il y avait une époque, il y avait des journalistes qui savaient de quoi ils parlaient. Alors, on pouvait être en désaccord avec eux, mais ils connaissaient le milieu. Moi, je pense aujourd'hui aux Dupont et Dupont de la presse, qui sont Pierre Plotu et Maxime Massé de Libération. Je vous lis simplement, parce que c'était assez extraordinaire. Ça, c'est un exemple qui est amusant. C'est un article de Libération du 14 juillet de Pierre Plotu. Il parle du congrès du RN qui a eu lieu. Je le cite. « Dans les instances du Rassemblement national dédiabolisé, des radicaux à la pelle. Identitaires, phalangistes, pétinistes et autres philo-nazis. » Il manque tous les reptiliens. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique les phalangistes, d'où ils viennent. C'est quoi cette nouvelle race? C'était les phalangistes libanais ou les phalangistes espagnols? Peut-être qu'ils font un échange avec l'Espagne. Comment on peut se retrouver à écrire des choses aussi ridicules? À côté de cette hurlupin... Libération, il y a 20 ans, était capable de faire des articles un peu plus sérieux. Et même quelqu'un comme Abel Mestre dans Le Monde faisait un travail à peu près sérieux. Là, vous allez avoir peu d'amis pour défendre Abel Mestre. Que nous saluons. Pour ces journalistes de la gauche bourgeoise, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ces gens-là, quand même, se prennent des poses de grands résistants antifascistes ou de gauchistes ou de post-situ ou de libertaires, alors qu'ils travaillent pour la presse bourgeoise. Le Monde, Libé, ce n'est pas le rouge des années 70, le Monde libertaire ou la... Autrefois, j'avais un vieux copain à Libération, je tairai son nom pour pas le compromettre, mais qu'est-ce que j'ai pu le torturer quand on a appris que Libération avait été acheté par Rothschild. Un ancien parachutiste, si je me souviens, c'est ça? Oui, je vois, voilà. Qu'un nom corse. Mais après, il ne faut pas négliger une chose, c'est que tout ça, c'est vendeur. Il y a la littérature sur le réseau d'extrême droite, le 4e Reich en route, c'est quasiment devenu un genre littéraire en soi. Et effectivement, c'est très alléchant. Les vrais réseaux de l'extrême droite, l'Internationale Noire, en une de l'Express ou... L'Orchestre Noir. C'est vendeur, hein. Vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, c'est moins ça le fut. Vous croyez, Jean-Émile? C'est l'entre-soi journalistique. Hein. C'est la consanguinité journalistique. C'est nos élites qui coproduisent ça. Il y a eu un rapport du parquet de Paris fraîchement au mois de mai de cette année sur la collusion du djihadisme, du cyber-califat et de la cyber-extrême droite, du cyber-Reich, complètement surréaliste. Donc c'est coproduit par le parquet, par l'exécutif et par les journalistes. Hein. Mais est-ce que ça a vocation? Alors certes, Olivier a raison, c'est que la gauche a besoin de produire cette figure, de créer cet épouvantail. Hein. Ils ont besoin de peindre un diable sur le mur. Voilà. Regardez, c'est le diable. Il va nous mordre. Mais comme l'utilise Olivier, c'est pour leur donner consistance, hein, parce que sans ça, ils sont plus rien. Mais est-ce que le grand public suit ce genre de fadaise? Hein? Le grand public n'achète quand même très peu de journaux. Et qui achète l'Obs ou l'Express, c'est plus le grand public. Petit témoignage personnel, quand il y a un dossier de Libé ou du Monde sur l'Orchestre Noir, le complot d'extrême droite, je l'achète, mais pour rire, parce que ça m'amuse, parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont inventer. Tiens, il y a un clochard dont le grand-père était à Ordre Nouveau, qui a acheté un fusil qui lance des trombones. Et voilà. Mais ça m'amuse en fait. Ça peut être sympa aussi. On les a dit. Putain, je savais pas qu'on était aussi puissants. Ça remonte les jours de grande déprime, ça remonte le moral aussi. Quoi. Pour parler plus sérieusement, parce qu'il y a eu un terrorisme par contre de la droite radicale sérieux. On peut penser en Italie, par exemple. En Italie, dans les années 70-80. Qui a été manipulé par les services. Qui a été manipulé, en partie manipulé, c'est complexe, avec le réseau Gladio, tout ça. À ce compte-là, il y en a un avec Aube Dorée en Grèce, il y en a un surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment dans les franges... Il y a des attentats. Il y a des attentats. Contre le World Trade Center, le premier d'ailleurs a été, je crois, un attentat. Cher Olivier, mais pas en France. En France, c'est des noirs. En Allemagne, il y a eu un précédent dans les 70 jusqu'à début des 80, c'est le groupe Hoffmann, qui était néo-nazi, qui s'entraînait dans les camps du FPLP en Syrie. Et on a découvert que ils étaient téléguidés par le KGB, quoi. Mais il n'existe pas de mouvement terroriste qui ne soit pas noyauté à un moment ou à un autre par un État constitué.
Mais est-ce qu'on se le retrouve pas vraiment indépendant freelance si le seul qui existe c'est Action Directe et encore non Action Iraniens. Action Directe la fin de son histoire c'est qu'ils ont exécuté des contrats pour des tirs d'autres États pour certaines sociétés. Quand on est terroriste, on peut pas vivre sans le soutien d'un État constitué, c'est-à-dire de services. Le seul terrorisme vraiment freelance qui relève de l'auto-entrepreneuriat, c'est le type qui a des visions, qui s'est énervé le matin, il prend un coupe-coupe et puis voilà, il va agresser un flic dans la rue, comme généralement il est con ou myope, il va agresser un flic musulman. Mais c'est vraiment du terrorisme low cost. Hein. Mais les mouvements organisés, ces mouvements n'ont jamais pu vivre sans le soutien d'une puissance étatique. Et ça s'est vu avec la chute du mur de Berlin. Nombre de mouvements ont quasiment disparu d'eux-mêmes, ou ça a pris un petit peu de temps, parce qu'il n'y avait plus de soutien logistique. L'OLP commence à négocier avec Israël parce qu'ils n'ont plus de soutien soviétique. L'IRA négocie avec les Anglais parce qu'ils n'ont plus personne derrière. Là, il faut bien négocier. On peut signaler sur cet aspect-là, puisqu'il y a des cinéphiles sur ce plateau, l'excellente série sur Carlos d'Olivier Assayas, qui montre bien justement le fait que Carlos, à la fin, était devenu un mercenaire, travaillait pour les Syriens, après les Irakiens, un peu pour les Soviétiques, les Libyens un coup, le Soudan islamique. Nicolas Raison pouvait tranquillement aller se reposer en Allemagne de l'Est à l'époque, ou dans ces pays-là pour je dis pas qu'il n'avait pas de conviction, Carlos, mais de fait, il avait besoin pour des raisons logistiques aussi. J'ai eu l'occasion de l'interviewer dans sa cellule pour le défunt journal Flash, c'était absolument passionnant. Et après, en même temps que l'interview de Carlos, j'ai interviewé Gérard de Villiers pour lui demander ce qu'il pensait de Carlos. Il m'a dit effectivement, on ne peut pas lui retirer ses idées politiques, un certain courage, mais n'oubliez jamais que c'est un mercenaire. Au début, c'est la cause, mais ça s'est vu dans tous les mouvements terroristes. L'OS, il était temps que ça s'arrête, parce ça commence à braquer des banques. Alors, officiellement, c'est toujours pour la cause. Enfin, la cause a parfois bon dos, quoi. Le terrorisme corse aussi, il y a un moment où entre nationalisme... Nous ne parlerons pas du terrorisme corse dans cette émission. Et le crime organisé, il y avait quelques passerelles, on va dire. Puisqu'on parlait de l'OS, il se trouve que j'ai connu quelqu'un qui a été un membre de l'OS et qui m'expliquait qu'à la fin, ils avaient des contacts en partie avec le Shin Bet, avec les services israéliens, parce qu'ils avaient besoin d'argent. On va peut-être revenir sur notre sujet. C'est vrai que ça nous fait beaucoup rigoler, ça m'a fait beaucoup rire de relire tous ces sujets. Moi, je vous conseille le dossier de Lacroix, Mediapart, Libération, ils sont extraordinaires. En fait, c'est tous la même source, et c'est pour la première fois, c'est une source policière qui leur donne plusieurs mouvements. Des tableaux avec les réseaux. Et François, ça donne quand même cette impression que ces petits dossiers comme ça, mis l'un derrière l'autre, c'est quand même pour éviter, je veux dire, le grand basculement pour les prochaines élections, de faire un tout petit peu peur, et peut-être faire hésiter certaines personnes dans la droite ou même la gauche bourgeoise, etc., que l'extrême droite elle pourrait sur une tomber. radicalité, c'est forcément un paramètre qui est à prendre en compte, puisque on parlait des services, les services sont derrière, il y a le précédent 81 qui est fascinant, il fallait casser le giscardisme, et pour casser le giscardisme, il fallait casser cette dynamique de la nouvelle droite. Donc derrière, il y a une opération de presse, une opération politique, qui c'est très vraisemblable. C'est très vraisemblable. À Carpentras, ça a retardé l'arrivée de... Je l'ai cité régulièrement sur une radio amie, opération de Bem, mais ça n'empêchait pas le monde, et je suis toujours heureux de le signaler, après l'attaque du colloque du Grèce par ces brigades, je crois, du Bétard, il y a eu une pétition dans Le Monde, signée par Xavier Graal, journaliste du Monde, chroniqueur au Monde et à Témoignage chrétien, Gabriel Madneff, Philippe de Saint-Robert, Jean Edernalier et d'autres, qui signent pour défendre la liberté d'expression contre l'attaque du colloque du Grèce. Aujourd'hui, c'est inconcevable que dans Libé ou Le Monde, imaginons que demain, n'espérons pas que TV Liberté soit attaquée par un commando, il n'y aura jamais de pétition dans Libé ou dans Le Monde pour défendre la liberté de TV Liberté. Vous voyez, c'est pour vous montrer quand même que les choses les plus grosses passent, je regardais là, on le mettra en gros plan, le journal de la LICRA, Le droit de vivre, qui existe toujours. C'est le droit de se taire avec le titre, après l'attaque du colloque, a été « La vérité sur les incidents du 9 décembre 1979 provoqués par le greffe ».
l'Everest. C'est-à-dire qu'ils sont quand même capables de faire ce genre de titre, ça passe sans aucun problème. Quelques mois plus tard, la LICRA va être condamnée par Éléments pour cet article, mais ça laisse toujours des traces. Et ces traces, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, le fait que il n'y ait, même s'il y a eu quelques journalistes sur CNews qui ont hurlé, enfin qui ont contesté la dissolution de la génération identitaire, ça fait quand même retarder quand même une droite et des militants qui étaient organisés. Qu'on le veuille ou non, ça a un impact. Oui, puis on ne se relève pas de la dissolution. On a le précédent de renouveau. En termes d'image, désastreux. Ouais, en l'occurrence pour la candidate du Camp National l'an prochain, il est certain qu'une partie de l'électorat âgé, retraité, va regarder à deux fois, puisque si voter pour elle, c'est voter pour le terrorisme de l'extrême droite, hein, donc ça produira ses effets indiscutablement. Je pense que les gens ne pensent pas au terrorisme d'extrême droite quand ils pensent à Marine Le Pen, François. Il n'y a pas d'autre vocation pour ça. Il n'y a pas de nourrir cet épouvantail. Hein, pour quelle raison ? Il faut, donc je le redis, minorer le terrorisme islamiste, hein, ou en tout cas créer une situation d'équilibre hein, dans la représentation médiatique. Hein, donc on minore et on majore l'autre. Hein, mais également à ça, il faut disqualifier le candidat associé à l'extrême droite. De fait, c'est elle. Hein, et ce n'est pas un autre. On mélange un jeu. Il y a eu un attentat, une tentative d'attentat dans un monastère en Alsace et on présentait un terroriste alsacien, un terroriste islamique alsacien. Donc on imaginait un type en costume traditionnel alsacien avec une barbe, alors qu'en fait c'était un Algérien vivant en Alsace, un franco-algérien vivant en Alsace. Il n'avait rien d'alsacien. Enfin, c'était pas un terroriste alsacien. Le concept de terroriste alsacien, c'est fascinant. Je reviens à ma marotte sur les prochaines élections. On sait très bien, on l'a vu là sur les régionales, c'est que par exemple les jeunes identitaires qui s'étaient un peu placés dans les équipes du Front National, enfin du Rassemblement National, ont été tout de suite redénoncés par les journaux, Libération en disant un tel a travaillé chez un tel, etc. Et ensuite placardisés. Et ensuite placardisés. Là-dessus, c'est un travail quand même de fond qui nous fait rigoler, mais qui a sa fonction. Hein. C'est pas complètement anodin. J'ai l'impression que, je ne vais pas faire une grande critique de Marine Le Pen, mais que Marine LePen joue le jeu de ce truc-là. C'est qu'au lieu de... Son père, à une époque, lui, se foutait totalement de ce genre d'histoire. Peut-être un peu trop, je l'avoue. J'ai l'impression qu'il marche sur des œufs sur cette histoire de terrorisme. La peur de Marine Le Pen, c'est d'avoir un jour un militant ou quelqu'un qui a eu sa carte du Rassemblement National et qui décide d'aller mettre une claque ou faire, je sais pas, jouer le couteau dans sa banlieue ou un truc comme ça. C'est la peur, quand même. Oui, c'est tout le dilemme, effectivement, de la dédiabolisation. Ça sous-entend qu'avant, il était diabolique. Cela dit, la dédiabolisation avait commencé avant Marine Le Pen. C'est son père qui l'avait entamé. C'est lui qui voulait changer le nom du Front National. Donc oui, bien sûr. Ça, j'ignorais. Il voulait changer le nom. Bon, puis finalement, ça s'est pas fait parce que le parti de l'ordre n'est pas toujours le plus ordonné, quoi. On va le dire comme ça. Mais parfois, le plus bohème, on va le dire. Oui. Bon, très bien, je crois qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, merci à Stéphane François. C'est grâce à cette petite vidéo, Stéphane François, qu'on a fait une émission. On s'est dit qu'il fallait rendre hommage à la grande université française que tu représentes. Je te tutoie un peu parce que tu es un vrai camarade. Voilà, notre émission est terminée. Le mois prochain, on retrouve notre ami Olivier François pour son émission Le Plus Élément. Nous, on se retrouve dans 2 mois pour d'autres aventures. Bonjour chez vous.